Alors je commencerai par citer servilement Louis Brigand, dont j'ai eu la chance d'éditer le Besoin d'île, et qui disait « Les îles, c'est d'abord le voyage vers l'île ». Et écrire à leur sujet, à leur propos, recouvre tous les ingrédients possibles du voyage. Le voyage du navigateur qui se pense découvreur, celui du conquérant et de l'exilé, celui du commerçant et du naturaliste, celui du déporté et du missionnaire, celui de qui se rêve roi dans un monde à part, ou négrier, ou pirate, celui de qui est en quête d'émerveillement et d'une pureté neuve. Je pense que les écrivains ont couvert à peu près tout ce champ. Mais il est, je crois, une sorte de dénominateur commun, bien plus ample que le voyage à Cythère, selon Lastrée. Beaucoup d'îles sont violentes, ont été traversées par la violence et la douleur. Les plus souriantes, les plus sucrées, les plus nonchalantes, les plus épiques, les plus grandioses, que leur beauté soit d'harmonie ou que cette beauté fasse mal, nous parlent également de fragilité et de mort. Dans l'univers continental, cette dernière, la mort, est fréquemment contournée, évacuée, cachée, embarquée dans des automobiles blanches ou noires. Mais aucun marin, aucun îlien, aucun familier de l'océan, on pourrait écrire la même chose, je crois, des montagnards, des hommes du désert, ne saurait ignorer qu'il est mortel. C'est un pivot, un axe de ce que j'appellerais la vérité des îles. Les îles, ce ne sont pas du tout des navires à l'ancre, selon le poncif, habituellement ressassé. Elles ne flottent pas sur les vagues. Les îles sont des montagnes immergées, dont seul perce le sommet, même l'île de Sein, qui ne culmine qu'à quelques mètres au-dessus des eaux, comme d'autres en mer d'Arabie, dans le golfe du Bengale, au Vanuatu, au Marshall et j'en passe. Elles nous apprennent à penser la mer par en dessous, à penser son épaisseur, à savoir que sa surface n'est rien, ou presque rien, que la mer n'est nullement un ornement du rivage, que sous sa pellicule d'écume, elle dissimule des vallées, des abysses, des pics, des chênes, des cols. C'est elle la face obscure de notre planète, et les îles sont troublantes parce qu'elles en constituent l'indice, le truchement. Et c'est pourquoi elles mobilisent notre imaginaire, elles travaillent notre inconscient, elles inspirent nos mythes, elles accueillent la naissance et les aventures de nos dieux et de nos démons. Nous, du moins les Occidentaux, sommes tous les fils d'Ulysse et de Circé sur l'île d'Éa, où les hommes risquent de se transformer en porcs, ce qui est relativement d'actualité. Mais l'envers de la mort, son symétrique et son complément, c'est la Renaissance, le recommencement, ce dont parlait Gilles Deleuze, évoquant le thème de l'île déserte dans un texte publié par les éditions de Minuit en 2004. L'élan de l'homme qui l'entraîne vers les îles, disait Deleuze, reprend le double mouvement que produisent les îles en elles-mêmes. Rêver des îles, avec angoisse ou joie, peu importe, c'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu. Ou bien c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence. Il y avait des îles dérivées, mais l'île, c'est aussi ce vers quoi l'on dérive. Il y avait des îles originaires, mais l'île, c'est aussi l'origine. L'origine radicale et absolue. Fin de citation. C'est donc un mouvement double, un apparent paradoxe. L'île, c'est l'éloignement et le cocon, c'est la séparation et c'est aussi le possible. Les écrivains voyageurs, ce qui me paraît un terme qui ne me satisfait pas vraiment, disons un mot valise, portent éminemment cette double empreinte, cette empreinte paradoxale. Ce ne sont pas uniquement des collectionneurs de cartes postales et d'aventures exotiques. Ils savent inventer des îles, de Dumas au château d'If, à Defoe, à l'île Juan Fernandez, où d'ailleurs il n'a jamais mis les pieds, de Fred, qui dessine Philémon et imagine l'île comme une île, le A d'océan Atlantique, à Hergé, qui décrivait une île noire qui en fait venait d'une île d'or, une île du Sud. Mais comme ces dernières sont le révélateur du monde émergé et l'interface du monde immergé, ils témoignent au fil de siècles de ce qu'ils ont perçu. Melville, par exemple, aux Marquises,
où il s'évade d'un navire baleinier sur lequel il s'est assez imprudemment enrôlé et qui se retrouve parmi des cannibales qui l'accueillent merveilleusement. Tchekhov, qui va à Sakhaline et qui, méticuleusement, en médecin, recense un par un les 10 000 bagnards de Sakhaline et fait une œuvre de sociologue incroyable et fait ensuite bouger le bagne tsariste. Albert Londres, aux îles du Salut, en Guyane, qui est tellement indigné qu'il exigera qu'on ferme ce bagne et qu'il l'obtiendra longtemps après, au terme de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vous parlerai pas de Kellerman à Ouessant, mais je pense à Jean-Pierre Abraham sur Armen. Je pense à Prévelakis, qui raconte la résistance crétoise. Prévelakis qui dit qu'un homme éternel, c'est un homme qui continue à vivre sur les lèvres des hommes. Je pense à Pérec, à Ellis Island. Pérec qui est à la recherche de cette longue chaîne de juifs errants dont lui-même descend et qu'il raconte avec passion et qu'il filme aussi. Et puis je pense aussi à Solzhenitsyn, par exemple, à Solovki, qui se trouve être la matrice, le labo, si j'ose dire, de ce qui deviendra le goulag. Sans compter, bien sûr, d'abord, la littérature proprement élienne, depuis mon cher Koloane, à Chiloé, où je suis allé à Kemchi, son village natal, jusqu'à bien sûr Césaire, Glissant, De Pestre et les autres dans les îles caribéennes et leur formidable emploi de la langue française, leur formidable retournement de la langue française, leur formidable débat sur la créolisation, etc. Le comble de l'exil et du refuge, ce sont peut-être les îles qui ne peuvent être que fictives. Par exemple, celle de Swift, celle de Rabelais, celle de Thomas More. Elles ne peuvent être que fictives parce que les sociétés qu'elles abritent ne sauraient exister que par la rêverie ou par la guerre. L'île Roache de Rabelais, par exemple, l'île des vents, décrit des gens qui sont enflés, qui ne sont que vent, et s'amuse de cette enflure totale, permanente, qui donne de la société une image pour le moins ironique. L'Utopia de Thomas More, bien sûr, où l'histoire est abolie, où l'île sert à préserver ses habitants des soubresauts, des horreurs continentaux. Et celle de Laputa et Blefuscu chez Swift, où l'on s'étripe sur la manière de casser les œufs par le gros bout, par le petit bout. On a l'impression que c'est toutes les tendances du Parti socialiste. Façon de rallier la folie partisane. C'est à un moment où, bien évidemment, Swift désespère totalement de pouvoir porter en Irlande le scandale, le débat de ce qu'il observe tous les jours, qui le pousse à écrire même ce texte formidable où il dit aux Anglais « Mangez donc les enfants d'Irlande, ça sera plus simple ». Les écrivains parlent des îles et les îles leur parlent. C'est pourquoi ? Parce que distinctes des continents, elles constituent la plaque sensible du monde. Qu'il s'agisse d'écologie, qu'il s'agisse d'économie, qu'il s'agisse d'offshore, de croissance et de décroissance, de tourisme de masse, de migration volontaires ou involontaires. Je pense aux formidables expéditions, par exemple des Polynésiens, expéditions maritimes, mais je pense aussi au sort des migrants et à ce que nous avons vu ce matin dans l'atelier créé, de stratégie militaire. Je pense à Diego Suarez, par exemple, dans l'océan Indien. Je pense aux îles qui ont été tout simplement conquises par les Chinois, et puis qui nous parlent évidemment d'identité, de métissage, de toutes ces questions qui nous étreignent profondément. Les fantasmes des écrivains, les fantasmes de ceux qui écrivent, ne sont pas, je crois, des fantasmes. Ce sont des fragments de vérité, et souvent de vérité crue.